Littéralement, Miluho signifie la somme de tous les malheurs. Et à ce sens, Miluho devient un symbole. Miluho, c'est l'homme chargé de tous les maux. Miluho, c'est l'homme au lendemain incertain. Miluho, c'est l'homme devant duquel le chemin est parsemé d'épines. Miluho, c'est l'homme qui n'est jamais au bout de ses peines. Bref, Miluho égale Sisyphe. Très cher Miluho, je viens de recevoir ta lettre, je t'en remercie. Je pense que la lettre à laquelle tu fais allusion est celle que je t'ai écrite clandestinement de la prison de Butare, appelée la prison de Karubanda, le 20 décembre 1990. Tu te souviens que les Inhotanyi ont attaqué le pays le 1er octobre 1990 et que j'ai été arrêté le 17 octobre dans ce que le régime a appelé Ibyitso, les complices des Inhotanyi. Si l'on ne m'a pas mis la main dessus plus tôt, c'est que jusqu'à cette date, j'étais parvenu à me cacher. En effet, le 2 octobre, quand mon petit frère, ma fiancée et notre ami R avons appris qu'ordre était donné de nous arrêter, nous avons rejoint notre sœur et ses 4 enfants chez un missionnaire adventiste où ils se cachaient depuis le matin. Dans la soirée, nous avons été rejoints par ma mère, notre belle-sœur, ses 2 enfants et sa boyesse. Ainsi, au nombre de 14, le missionnaire nous a cédé une des chambres de sa villa et malgré le confort de cette chambre, il n'était pas très facile d'y vivre. D'abord, parce que nous étions trop nombreux pour une seule pièce. Ensuite, parce que même dans la chambre, nous avions un règlement très dur auquel nous devions nous conformer. En effet, pour sa sécurité et la nôtre, le missionnaire avait exigé que la porte et les fenêtres de notre chambre soient toujours fermées, les rideaux toujours tirés et la lumière éteinte. Et puis, il nous était absolument interdit de parler. Les enfants supportaient très mal cette situation, surtout le plus jeune âgé de 2 ans. Chuchoter, car c'était notre façon possible de communiquer, leur était difficile. Il fallait le leur rappeler tout le temps, surtout à cette fillette de 2 ans qui n'aimait pas que son frère et ses cousins déclinent son invitation à jouer avec elle. C'est ainsi que, dans son énervement, elle criait, pleurait, ce qui rendait notre hôte et nous-mêmes très inquiets. Quand nous sommes arrivés chez son missionnaire, nous croyions que la situation allait vite redevenir normale et que nous allions rapidement regagner nos domiciles. Cet espoir provenait des rumeurs selon lesquelles la guerre n'allait pas dépasser quelques jours. Avec les tirs de la nuit du 4 octobre, nous croyions que c'était déjà la fin de la dictature du régime en place. Nous croyions que le lendemain, nous allions regagner nos demeures dans l'allégresse la plus totale. Mais
Quelle ne fut pas notre déception quand, à 5 heures du matin, nous nous rendîmes compte que Radio Rwanda reprenait normalement ses émissions, alors qu'on s'attendait à entendre la voix d'Enigutani. Ce fut la voix de Kawera, une des journalistes habituelles qu'on entendit sur les ondes de Radio Rwanda. Jusqu'au soir du 5 octobre, nous avions refusé de croire que la situation allait rester ce qu'elle était. Nous étions convaincus que d'un moment à l'autre, les Imotani allaient nous faire sortir de notre cachette. C'est vers 5 heures que notre hôte qui rentrait de la ville nous apprit que la situation à Kigali était explosive, qu'il y avait eu beaucoup d'arrestations et qu'on ne connaissait pas le sort de ceux qui étaient arrêtés. Il nous cita quelques noms d'adventistes qui avaient été arrêtés. Nous apprîmes la mort de la famille Karambizi, frère de Magyambere Silas. Il nous dit également qu'il avait appris de l'ambassade des États-Unis que la guerre risquait de durer un peu plus longtemps que nos pensées, ce qui nous obligerait à rester chez lui. Son épouse, qui voyait que notre séjour prolongé chez eux risquait de vider ses stocks de vivres, proposa que les 3 repas du jour se réduisent à 2. Il n'y avait que les enfants à qui il était permis de prendre les 3 repas. Et puis, désormais, chacun aurait une tâche à accomplir chaque jour. C'est ainsi qu'à ma mère fut confiée la garde des enfants. Ma sœur, ma belle-sœur et l'épouse de son missionnaire s'occuperaient de la cuisine. Mon frère et notre ami R furent chargés de la vaisselle. Ma fiancée eut pour tâche de nettoyer la maison. Chacun devait accomplir son travail dans la discrétion la plus totale, ceci pour dire qu'aucun étranger à la maison ne devait remarquer notre présence. Le missionnaire et moi avions la tâche de suivre les informations à la radio, quitte à les communiquer aux autres le soir. Mais pour ne pas attirer l'attention des voisins, nous devions employer un écouteur. Afin d'éviter des visiteurs surprises, N, l'enfant adoptif de ces missionnaires, devait rester au salon et avant qu'un visiteur ne frappe à la porte, il nous faisait signe de regagner notre chambre en vitesse. Avec cette nouvelle organisation, la vie s'était nettement améliorée, mais cela ne devait pas durer. En effet, peu de temps après, notre hôte nous apprit que le haut responsable de l'Église adventiste, qui avait appris notre présence chez l'un de leurs pasteurs, avait exigé notre départ. Selon les dires de son missionnaire, la raison principale de cette décision de la part des représentants de Dieu au Rwanda était qu'ils étaient convaincus que nous étions de vrais Inkotanyi. Il fallait donc quitter, partir, mais partir où? C'était la question insoluble à laquelle il fallait trouver une solution. Nous étions sûrs que si nous sortions, nous ne ferions pas 2 pas sans que nous ne soyons arrêtés. Nous savions qu'en ville, il courait des bruits selon lesquels des militaires avaient trouvé dans l'usine de notre beau-frère 2 conteneurs pleins d'armes.
On disait en même temps que le propriétaire de la maison que mon petit frère et moi louions avait été arrêté pour avoir loué à des Inhotani. Il fut annoncé à la radio que dans cette maison, on avait trouvé 5000 uniformes militaires et 5 cartons pleins de munitions. Toutes ces machinations avaient été créées de toutes pièces pour justifier nos arrestations et notre mise à mort éventuelle. Tout cela, nous le savions, mais il fallait quitter quand même cet asile. 3 solutions étaient envisageables. 1. Celle de fuir le pays. 2. Celle de regagner nos domiciles. 3. Celle de demander un asile politique dans l'une des ambassades au Rwanda. Très cher Miluho, permets-moi de m'arrêter ici en te promettant de te dire la prochaine fois de ces 3 solutions, celle que nous avons choisie. Ton ami Mudatigna.